messieurs. Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. Oui, vous êtes toujours sur Campus FM, toujours à écouter l'émission Caramel Mou, et ce soir, je reçois Majid Cherfi. Majid Cherfi, on vient d'écouter ce morceau, un morceau qui fera partie du prochain album. On va commencer par là, on verra le bouquin après. Du prochain album qui devrait sortir vers février 2017. Vous en êtes où exactement de cet album-là ? Je viens de finir les mix. Donc il est quasiment fini. Et j'espère une sortie fin février. Ouais. Donc au moment où vous serez à la Cave Poésie, dans ces eaux-là, puisqu'en fin février vous serez à la Cave Poésie pour raconter des histoires. Voilà, je fais un spectacle de lecture musicale. Voilà. Donc ce sont des extraits de chacun de mes 3 bouquins, illustrés par une chanson. Voilà, donc ça, on en reparlera aussi tout à l'heure, puisqu'on va revenir un peu sur votre production d'écrivain, puisque c'est ça qui vous amène quand même ce soir ici. Production d'écrivain, donc avec ce premier roman, et ce roman, ce livre, cela fait quand même un moment que vous en parlez, que vous le portez même, et il arrive, j'allais dire, que maintenant. Ça a été vraiment aussi difficile pour l'accoucher ? Oui, en vérité, j'ai toujours eu des difficultés avec l'écriture, parce que ce que j'avais envie de raconter moi, c'était éprouvant. Parce que j'avais envie de raconter une histoire de l'immigration, une histoire de ma vie ou de ma cité ou du reste. Et chaque fois que je me penchais pour écrire, c'était du sang sur les murs, des plaies béantes, de la douleur, des choses qui étaient difficiles à montrer. Et à chaque fois, j'avais le sentiment de lever une couverture et de montrer une espèce de cadavre en mauvais état, quoi. Et je me suis dit, mais oui, ce que j'ai envie de raconter, c'est quelque chose qui est en mauvais état, et donc je peux pas raconter qu'il est en bonne santé, ce cadavre-là. Et puis, avec les années et l'apaisement, j'ai eu cette obsession de cette vérité. Oui, c'était l'enfer. Oui, nous étions malades de nos problèmes d'identité, du fait d'être des fils de pauvres, d'être des fils d'immigrés. Et je voulais raconter ce mal-là, et pas la légende, une légende qui ferait, qui ferait, oh, les jeunes de banlieue dynamiques, pleines de pêche, de joie. Alors, il y a pas que ça. Il y avait aussi je voulais raconter les deux aspects. C'est-à-dire une bande qui avait envie de musique classique, qui avait envie de rock and roll, de théâtre, et une autre bande qui était dans l'échec. Et je voulais pas raconter de salade sur cet échec-là, et donc pour moi l'écriture c'est éprouvant. Oui, avec plusieurs thèmes qui traversent un peu ce livre-là, au moins 3. Il y a la question récurrente qu'on avait déjà trouvée dans vos nouvelles de cette relation amour-haine d'un fils avec sa mère. Il y a aussi finalement une existence très schizophrène d'un ado coincé entre deux cultures et entre deux mondes. Et puis il y a la situation aussi faite aux filles. En général, et dans votre quartier en général, mais de manière générale. Et c'est vrai que c'est 3 thèmes qui traversent tout ce livre-là. On va peut-être revenir sur le premier, cette relation fils-mère qui bouffe. On en avait déjà eu des premiers exemples sur au moins carnet de famille, ou livret de famille. Livret de famille, votre premier recueil de nouvelles. C'est par là d'ailleurs que vous êtes entraîné à écrire ce roman. Ouais. C'est d'abord par la nouvelle, une relation qui est incroyablement, j'allais dire vivante, mais morbide. Il y a les deux. Il y avait les deux. Ouais, absolument, c'était les deux. Ma mère a ressenti sa vie comme, très vite. Elle s'est vécue dans la rancœur de ne pas être un homme parce que les hommes ont le pouvoir, de ne pas être un homme parce que les hommes étudient et que tout leur est possible, et qu'aux femmes rien n'est possible. Et c'est vrai qu'on vient de là aussi. Elle vient d'un village kabyle, et elle est descendue à 20 ans de sa montagne, elle a débarqué en France, et ça a été une bête de somme quand elle était une enfant, et elle est restée la bête de somme de son mari et d'un carcan patriarcal
des familles qui étaient réunies, comme elles le sont dans les quartiers. Quand elle a eu ses enfants, elle s'est dit, voilà, ils vont être mon espoir, mais à tout prix. Et donc, je vous couperai en deux si vous m'ouvrez pas la chape qui me fera voir un peu de lumière. Faites de moi un homme puisque je suis femme, ou réciproquement, vengez-moi. Et alors, c'était une espèce de chantage affectif aussi qui était là. Et moi, j'ai fini par avoir une peine incommensurable devant ce malheur. Et il me fallait à tout prix réussir, sinon elle va mourir de chagrin. Et on était dans ce truc-là. Et tout ça accompagné de gifles et de coups de pied au cul pour qu'on ait 10 à chaque matière, des bonnes notes, des bonnes appréciations. Et elle ne supportait pas la moindre mauvaise appréciation. Et ça giclait sur les murs. Et c'est vrai qu'on se souvient de cette scène de votre mère allant au collège pour aller avoir des explications sur ce qui avait amené une mauvaise note. C'est vrai que vous racontez, là c'était dans le recueil de nouvelles, vous racontez des choses très émouvantes mais très violentes en même temps. Et on voit ça aussi dans ce roman-là, Ma part de Gaulois. Il y a des moments très violents lorsque vous parlez de cette relation-là. Oui, déjà dans le livret de famille, quand je raconte le tête-à-tête avec le proviseur, ce que je dis pas, c'est qu'elle était à genoux et que les élèves, tout le personnel administratif, voyez cette femme suppliant, presque un Jésus-Christ, qui était le proviseur, et c'est quelque chose qui vous marque, et vous vous dites, plus jamais j'aurai une mauvaise note, parce que elle n'était pas qu'humiliée, elle était suppliante. Mais je peux pas lui refaire vivre ça. C'est vrai que on découvre aussi dans ce roman, donc un ado, mais c'est quand même vous, même si c'est un roman, mais c'est quand même vous qui a une vie complètement schizophrène. Vous avez deux vies. Il y a la vie au lycée, il y a la vie au quartier. Oui. Et avec même deux façons de voir le monde, mais de façon aussi de vous faire voir. Moins que rien dans le quartier et un mec qui est connu dans le lycée. Oui, tout commence à partir du cours préparatoire quasi, où donc ma mère est armée pour qu'on tienne la route. Pour vous faire réussir. Pour réussir. Et l'ensemble des mères ne sont pas dans cet état d'esprit. On envoie les enfants à l'école un peu pour débarrasser le plancher. Et donc, très vite, il y a un décrochage dans l'apprentissage. Et ce qui a été hyper marquant, c'est l'instit qui voyant que ça a échoué du côté des fils d'immigrés, il se rattrapait en disant « Ici, nous traitons les enfants à égalité », presque dans la culpabilité des mauvaises notes tout le temps pour les rebeux. Ici, c'est la République. La République française traite tous ses enfants à égalité. Alors, il y avait déjà donc un problème d'égalité puisque ça fonctionnait pas pour les mômes. Et puis à 17h, t'entendais « sale arabe, rentre chez toi !» Et au fur et à mesure des années, il y avait ce décalage entre ce principe d'égalité qui valait plus rien dans la rue, jusqu'à ce que ce soit considéré comme une arnaque. Et là aussi, il y a des choses qui sont décrites assez féroces, notamment sur qu'est-ce que c'est, et vous racontez comment, en étant, j'allais dire, bon en classe, en faisant ses devoirs, en demandant finalement ce que l'école demande à tout un chacun, être un écolier dans une école, vous vous faites complètement martyriser par tous les copains de la rue. Ouais, parce que du coup, j'accède au code du savoir, j'apprends à conjuguer, et je finis par utiliser des passés composés et des passés simples dans ma rue. Mais t'es français ou quoi? PD. Et alors bon, je me fais canarder par des baffes, et en même temps je trouve ça assez jouissif en fait, et donc j'use de la provoque. Et le fossé se creuse là. Le fossé se creuse parce qu'ils n'ont pas accès à un certain nombre de codes, ou plutôt ils n'ont pas eu la chance d'être poussés pour y avoir accès. Et moi, j'y accède. Et un précipice commence à s'ouvrir. Et un précipice qui va de plus en plus s'élargir. Avec en plus ce qui est quand même le thème de ce livre-là, c'est l'année du bac. Ouais. Et effectivement, aux Isards, dans les années fin 70, début 80, vous avez dû avoir le bac en 81 ou 82, quelque chose comme ça.
c'est la première fois que quelqu'un va jusqu'au bac, c'est la première fois que quelqu'un va avoir le bac, et du coup, ça vous marginalise encore plus. Alors, je suis pas absolument sûr que j'ai été le premier, mais enfin, un des rares... je l'ai romancé comme étant le premier. Ah, si vous l'écrivez, on va le croire. Hein. Oui. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ça. Et donc il y a ce bac. Voilà. Et le bac, alors le bac, moi je suis un bac A5. Qui est dans la réalité le bac des nazes. Voilà, le bac A5 c'était quand même littéraire. Voilà. Parce que maintenant ça n'existe plus, mais c'était le bac littéraire. Ouais, c'est ça. Et moi dans ma folie romanesque, je pensais trouver des mecs comme ça à cheveux longs, avec des chemises à jabot, un peu comme BHL, des personnages romanesques passionnés de littérature. Et en fait, tu bascules en A5 parce que t'es mauvais à tout. Et je trouve un paquet de branleurs et je finis au bar. Alors c'est le chichon, la bière et les filles. Voilà. Alors ça m'excite parce que bon voilà, parce que vous êtes ado aussi, ça fait partie de l'âge. Le bar c'est le boulis, je dis ça parce que il existe, il existe toujours. Le boulis existe toujours. Les deux vieilles personnes qui le tenaient à l'époque ne sont plus là évidemment, mais le boulis existe toujours, coincé donc du côté de l'avenue Curie, de l'avenue Curie. Absolument. Et donc, j'ai ces mecs-là qui me regardent un peu stressé parce que le bac arrive. Puis ils sont là, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? On est déjà dans un système ultralibéral gaucho, etc., avec toutes ces fameuses grèves qui pour moi étaient des récrés, plutôt qu'un combat politique. Le Mitterrand va arriver, on est dans un état de droite déliquescent, Mitterrand va arriver, exactement. Donc effectivement l'excitation est assez énorme. Il y a une effervescence. Et moi, ma mère m'attend avec un couteau long comme un bras, si tu me ramènes pas le Graal, je te découpe, fils de pute. Et on n'était pas loin de ça, parce que ma mère, quand elle se lâche, Et en kabyle, je vous le dis, Jones. Tu vois, ce fils de chienne, quoi. Donc c'était fort, et donc je le voulais le bac. Alors ça a été évidemment une année de transpiration intense. Et c'est vrai que le troisième thème un peu qui traverse ce roman, c'est le féminisme, c'est la condition des femmes. C'est votre mère qui vous a fait arriver à ce sentiment et à ce constat. Oui, elle a tout le temps haï les hommes. Parce qu'elle a été oppressée. Mais c'est pas pour autant qu'on devient féministe. Non, c'est pas pour autant. Mais quand nous à la maison, c'est pas vos sœurs qui vont faire la vaisselle pour vous, c'est pas eux qui vont. Et donc on passait le balai. Et les mecs partaient au foot. Nous on passait balai et serpillière. Et elle nous a mis en tête l'idée que vos sœurs c'est pas vos esclaves. Et ça commence comme ça. Et puis après, un peu l'épicière, un peu des éducatrices qu'il y avait dans le quartier, un peu des gens qui nous disaient bon, mais une femme, ça se respecte. Et surtout, elles m'ont aimé. Un paquet de femmes m'ont aimé, et elles m'ont à la fois aimé et m'ont éclairé. Et donc il y avait cette espèce de jusqu'à ce que je trouve. Dans le combat féministe, le parallèle de mon combat contre le racisme et toute la ségrégation faite aux rebeux. Et chaque fois que je voulais défendre une cause, elle était parallèle à une cause féministe. Donc ça m'allait bien. Avec un événement dramatique que vous racontez dans ce roman, donc ma part de Gaulois, l'agression par un frère et un père d'une de vos copines parce qu'elle lisait trop. Oui, alors ça c'est plus particulièrement romancé, mais le nombre de filles qui ont été frappées parce qu'elles écoutaient de la musique, parce qu'elles dansaient, parce qu'elles lisaient des livres, je pouvais multiplier par 10 des scènes comme celle de Bija, et voilà, et donc cette fille lit un livre, et pour les
cette espèce d'ambiance patriarcale, la femme doit pas trop savoir. Et donc, elle est là pour sauver l'honneur de la famille, le sacré de la tribu. Elle doit donc être la femme de quelqu'un, et donc elle devra avoir des enfants, faire à manger et préserver la coutume, etc. Et c'est vrai que tout le roman va tourner entre ces trois thèmes. On va avoir des choses qui se passent dans la cellule familiale, avec des choses très drôles mais aussi très violentes. On va avoir ce qui se passe dans la rue. C'est pareil, c'est très drôle mais c'est très violent. Ouais. Et puis il va y avoir la bande, donc la bande qui réunit l'adolescent héros de ce roman, avec 4-5 personnes qui lui ressemblent, oui. Et qui va se réaliser autour d'une œuvre là pour le collectif, puisque ça aussi c'est une notion qui est assez importante dans votre bouquin, l'action collective, oui. Autour de soutien scolaire pour les gosses du quartier. Voilà, alors moi je suis dans la 1001e schizophrénie, c'est est-ce que j'écris pour la cause, donc cette espèce de travail altruiste pour élever les consciences, etc. Et puis il y a un moi qui n'ose pas dire ça, mais moi je vais écrire pour moi. Et alors le moi dit les filles, le sexe, l'amour, la sueur des pieux, il faut des lits à l'école, il y a ça, et donc et puis il y a la cause, protéger les filles, faire en sorte que le soutien scolaire tienne la route, amener les filles. Et d'ailleurs, ce qu'on ne sait pas tout le temps, c'est que un des premiers zebdas de l'époque glaciaire, les 3 filles étaient choristes. Il y avait un zebda où c'était les filles. Et donc ça faisait partie... Zebda Bird, le premier 45 tours? Non, c'est encore avant. Encore avant. Encore avant, c'est les Bercanignas. Donc toujours avec Joël, Pascal, moi-même. Et alors il y avait cette activité d'émancipation, faisant faire de l'art aux filles. Et puis il y avait la créa, et les deux se cognaient. Et donc ça n'a pas pu fonctionner. Donc au-delà, j'allais dire, de l'aspect sociologique, parce qu'on parlera aussi de la description que vous faites du quartier et de ce mélange assez étonnant aux Trois Cocus entre la communauté gitane, la communauté portugaise qui était très importante au moment où vous racontez cette histoire, et la communauté arabe. Donc il y a de très belles pages sur ces moments de partage, de mélange, de communion entre ces communautés-là. On n'est quand même pas dans un traité sociologique. Ça fait quand même œuvre de littérature. C'est peut-être pour ça aussi que vous aviez été mis sur la première liste du Goncourt. Il y a un travail de littérature dans la mesure où vous essayez d'amener le langage de la rue, et donc le langage des Arabes, mais le langage des Gitans, puisqu'on a droit aussi à ça, et vous l'intégrez dans la langue. Et là, il y a vraiment un travail de littérature dans cette façon d'intégrer le parler de la rue dans un roman qui est un roman, j'allais dire, somme toute classique. Absolument. C'est quelque chose que vous traîniez depuis... Oui. J'avais envie de dire, il y a une langue dans la rue. Et cette langue m'est chère, j'en ai gardé des bouts, parce que je tiens à garder un peu de l'enfant de la rue, Raphaël, et je veux assumer le littéraire que j'ai pu devenir à un moment donné. Et donc, dans mon écriture même, pour me trouver moi dans ma littérature propre, j'avais besoin de cette lettre de la rue, vulgaire, chaude, violente, sensuelle, sexuelle, indécente, et de la mêler à un truc plus châtié qui m'excite aussi, parce que je suis amateur de la littérature classique du 19e, pour tout dire, l'espèce de grand classicisme. Je suis amateur de ça. Et donc, comment je fais la jointure entre l'érudition, et donc je tente ça en vérité dans mon écriture. Avec quelque chose, oui, qui fait penser aussi à une créolisation de la langue telle qu'on a pu la voir avec certains auteurs martiniquais ou certains auteurs réunionnais. Il y a vraiment une appropriation de la langue avec cette arrivée de mots complètement nouveaux pour du roman français. Créolisation, créolisation, ce mot me va parfaitement. Bon. On va vous écouter dans un autre exercice de style, et on en reparle juste après, Majid Cherfi.
un texte que j'ai intitulé « Le foot à droite ». Le football est-il de droite ? Ou plutôt, existe-t-il un footballeur de gauche ? Franchement, je me pose la question. Est-ce qu'il arrive à un footballeur de ne pas aller au plus offrant ? Est-ce qu'il peut émettre une priorité autre que celle du fric ? Je sais pas. Se contenter d'être multimillionnaire plutôt qu'archi-millionnaire. Sans chercher un pote à Besancenot, est-ce qu'un bout de conscience de classe les habite, ou suis-je complètement stupide de penser qu'un riche soit fier de payer un max d'impôts comme une obole à la valeur république ? Oui, je suis stupide. Un riche ne prête qu'à plus riche, point barre. Qui a dit que la France était métisse ? Dans un rêve socialiste, peut-être. La France, elle est métisse en rien. Demandez donc à un quelconque quidam de couleur s'il se sent chez lui dans cet hexagone. Idem dans l'équipe de France. Dans ce team tricolore, il n'y a pas plus de beurre que de Canac ou de Black, mais des mercenaires de la thune. Ces joueurs-là, la France métisse, ils s'en battent les couilles, comment leur en vouloir ? On leur demande rien d'autre que de taquiner le cuir, c'est ce qu'ils font. S'ils sont là, c'est parce que ce sont des joueurs d'exception, pas le fruit d'un travail supposé d'intégration des minorités ethniques. Sur ce point-là, c'est au nombre qu'on évalue la valeur d'un principe. La France aime Zizou, pas les Arabes. La France aime Khaled, pas les Algériens. La France aime Zebda, pas les Beurs. Ça fait la différence. Qui a vu un footballeur lors des manifestations du 1er mai marcher dans les rues de Paris ? Qui a vu un footballeur soutenir quelques mouvements de chômeurs que ce soit ? Qui a vu Anelka venir rendre hommage au beurre de Damary tombé sous d'injustes balles policières ? Qui a vu Zizou sur le pont du Carrousel venir rendre hommage aux jeunes Marocains noyés après s'être fait lyncher par quelques têtes pleines d'eau du Front National ? Les comptes sapés, je dirais même les comptes sapés. Les histoires de pauvres, ça gonfle tout le monde, à commencer par les pauvres et les joueurs eux-mêmes. Le plus tragique, c'est que tous ces footballeurs viennent de familles modestes. Ce sont des fils d'immigrés ou, comme dirait la gauche, des fils d'ouvriers. Et ils nourrissent à la puissance décuplée un système qui a fait de leurs parents des esclaves. J'eus aimé, c'est vrai que Zidane évoqua le droit de vote des immigrés, son père ne l'ayant pas. C'eût été pour nous, enfants de la deuxième génération, du baume au cœur, et pas plus, mais silence radio. On n'apprend pas à devenir ça dans les stages de formation. Ça, c'est la citoyenneté. Faut assurer, a dit l'agent. Faut pas pousser, a dit la France. Hors sujet, a dit Aimé. On est là pour le foot, on est là pour gagner. Comme si bien jouer, c'était ne pas penser. Les intellos, faites paillèche. Moi, j'adore le foot, j'aime la France, j'aime la République, j'aime l'équipe de France. Et alors ? Le foot, je ne le regarde pas à la télé, ou si peu. Et pour une grosse faillite de TF1, j'aurais pas peur de 2 ou 3 défaites. J'ai mes priorités, elles sont sénégalaises. Sur TF1, Johnny s'écria « Oui, je connais des joueurs de foot. J'ai déjà croisé Zazie. » Je regarde pas le foot à la télé, j'ai peur d'acheter des produits dérivés. Le foot, je le joue. Moi, je suis un footballeur du dimanche et le dimanche, c'est la fête. Pieds tordus et ventre gras, on s'échine au minimum. Une passe réussie, c'est champagne. 2 passes et c'est un feu d'artifice. C'est déjà ça, de donner à l'autre. Ces 22 joueurs, on peut quasi tous les citer pour leur absence dans les batailles ingrates. Dur, effectivement, de défendre un sans-papier, une double peine, un SDF, une femme battue, une autre violée. Dur de soutenir un beurre tombé sous les balles de la République, un chômeur, un syndicaliste, car ça le fait pas. Il est là le problème, ça le fait pas. Et on se les imagine tous, ces footballeurs, entourés de communicants leur distillant le code de bonne conduite du footballeur qui assure. Tous ces footeux font de l'humanitaire façon Obispo ou dans le médical façon Téléthon. Il faut que l'acte plaise comme une reprise de volée. Sinon, on s'entend dire, c'est de la merde en barre, ton truc. Non, la France n'est pas plus métisse qu'une valeur républicaine en banlieue. Je souris quand on évoque l'équipe de France comme étant l'image d'une société ouverte, plurielle et gagnante. Cette équipe de France est hermétique, individualiste et profiteuse.
Hermétique, car ces 22 joueurs sans exclusive pensent foot et se battent les couilles des 35 heures ou de la politique de la ville ou du trou de la sécu. Individualiste, car au fond, ils se foutent les uns des autres. C'est à chacun de trouver le bon contrat, le bon club, le bon plan. Ils vivent à des milliers de kilomètres les uns des autres, dans des sphères closes pleines de kinés, de pelouses et de grosses cylindrées, dans le luxe et l'odeur du camphre. L'unité du groupe France dont on nous rebat les oreilles n'est que le fantasme d'un peuple en déroute, et encore plus celui des médias avides de contes de fées. Profiteuses enfin, car ils gèrent leur histoire façon indice Nikkei. Pour la France est ou n'est pas un immense portefeuille dans lequel ils plongent allègrement leurs pieds pour y pêcher des perles d'or. Qu'est-ce qu'il a déclenché ce livre chez le lecteur? Vous avez déjà des retours. Qu'est-ce qu'il a déclenché? Et puis je me dis que vous avez quand même une façon de parler du quartier, de parler des gens qui y habitent, de la population, de leurs pratiques, qui est quand même quelquefois assez féroce. Vous avez une façon de décrire ça très très féroce. Oui. Ça engendrait quoi chez les gens que vous connaissez Alors, c'est pas tout le quartier, c'est des groupes, des petits groupes comme ça dans les quartiers, que je comprends d'ailleurs, parce que c'est un livre violent, mais j'ai voulu, moi, dire quelque chose qui n'a pas été compris. Et ils n'ont retenu qu'une forme de mépris vis-à-vis d'un certain nombre de gens, alors que je voulais expliquer que nous nous identifions dans la violence, nous nous identifions dans la négative, parce que on ne nous a pas accordé une place. Et donc, moi, par exemple, je suis français par ma schizophrénie. Je ne peux pas être français blanc, je ne peux pas être rebeu, je ne l'ai quasi pas été. Et est-ce qu'il existe une possibilité d'être français de cette façon-là? Et comme j'ai voulu dire, ces mômes dont on a l'impression que je dis du mal, en vérité, je voulais dire, ce sont des alertes. Ils sont en train de vous dire que vous ne faites pas de place au black blanc beurre, à la multitude, au truc cosmopolite. Et qu'en vérité, en les décrivant dans cette violence, je voulais raconter l'histoire de... Ils sont français parce qu'ils vont faire avancer la République en posant le doigt là où il faut, en vous disant, mais est-ce que je peux être français en étant musulman? Est-ce que je peux être français en arborant un drapeau marocain? Est-ce que je peux être français en aimant le Sénégal? Et donc, voilà, c'était ma façon de dire, voilà comment nous, on est français. Et donc, il y a une espèce de malentendu, et je dis, tant pis, c'est... voilà, peut-être qu'avec de la distance, on se dira... Ouais, il a éclairé quelque chose. On vous sent toujours aussi, j'allais dire, énervé, mais aussi touché par ce que vous avez vécu. Il y a des choses qui vont s'apaiser ou pas? Pour le moment, on ne vous sent pas encore apaisé par rapport à cette histoire qui est marquée par la violence de tous les côtés. La violence institutionnelle, la violence sur le quartier, la violence dans la famille. Et c'est vrai que vous décrivez un univers dans lequel vous avez grandi très violent, et on vous sent toujours aussi énervé par rapport à ça. Énervé, je sais pas, mais chaud brûlant. Oui, quand je vois des filles dans la rue avec des foulards, je me dis, ça peut pas être l'idée d'une émancipation. Je ne veux pas le croire, je ne peux pas le croire. Donc, je suis habité par une violence. Après, j'essaie de comprendre, j'essaie d'être dans une apathie. Mais oui, chez moi, c'est violent, parce que... voilà. Et puis, je dirais que c'est mon identité. C'est mon identité, comme je le disais, schizophrène, mais cool. Très bien. Majid Cherfi, merci en tout cas d'être venu passer cette petite heure avec nous. Par rapport aux questions que vous posiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut être français et musulman, français et agiter un drapeau marocain? L'autre personne qui depuis cet été parle aussi de part de Gaulois chez nous, apparemment la réponse a l'air assez négative. Ça va pas vous rassurer. Vous allez pas me rassurer. Non, exactement ça, c'est pas rassurant. Ouais. En tout cas, merci d'être venu passer cette heure avec nous.
Je rappelle donc que ce livre, Majid Cherfi, ma part de Gaulois, est paru en septembre dernier chez Actes Sud, largement recommandé par la maison. Vous avez une actualité littéraire qui va bientôt arriver. Vous avez écrit des articles dans un petit livre qui s'appelle Lexique, Lexique amoureux de Toulouse. Voilà, ça sort dans pas très longtemps chez Gallimard, je pense. Non, Flammarion. Je sais plus. Non, c'est une petite maison d'édition, le Cairn, je crois. Ah, d'accord, c'est pas eux qui font toute cette série, le dictionnaire amoureux. Je sais pas trop. Eh ben, on ira voir lorsqu'il sortira, et peut-être que vous viendrez nous en parler aussi de celui-là, mais avec d'autres personnes qui ont participé à une quinzaine d'auteurs toulousains. Je sais qu'on a prévu début décembre d'en parler ici avec Greg Lamazère, qui fait aussi partie des gens qui ont écrit des articles dans ce petit livre. Ça sera peut-être l'occasion de revenir nous voir. Merci en tout cas, Majid Cherfi, d'avoir pris ce petit temps pour être avec nous, puisque je sais qu'en ce moment vous passez de plateau en plateau. Oui, d'ailleurs je vais dans un autre là. Et je me dépêche, et merci de votre accueil. Très bien, à bientôt.